Au cœur de l'Europe méditerranéenne, l'Italie étire dans sa botte une mosaïque de 20 régions. Dans la partie médiane du pays, la Toscane organise en triangle la transition subtile entre l'esprit d'entreprise du nord et le monde rural du sud. En descendant des monts Apennins, le paysage toscan est à lui seul une marque de fabrique. Il ondule mollement sous les collines, dont les cyprès soulignent les courbes. À la douceur campagnarde répondent les lignes verticales de fières cités anciennes qui défendirent leur indépendance sans plier. Pise fut une république dès le XIe siècle. Et Florence, où une lumière irréelle met en évidence le fleuve Arno, contrôla longtemps les échanges jusqu'à la mer Tyrrhénienne. La terre de Toscane est fertile. Elle est favorable à la culture de l'olivier, une des plus anciennes de l'humanité, qui façonne le paysage depuis des siècles. Et la vigne n'a rien à lui envier. Elle produit les meilleurs vins italiens. Les ressources venues du sol toscan incluent le fameux marbre de Carrare. Ajouté aux différentes activités industrielles, tout cela permet à la Toscane, avec les 4 autres régions centrales, d'assurer 20% des ressources de l'État. La vocation touristique de la région repose sur un patrimoine exceptionnel, qu'il soit historique ou contemporain, mais aussi naturel, comme les ressources du thermalisme. Les 3,5 millions de Toscans vivent en grande partie dans des villes ouvertes au monde. Il faut dire que l'extraordinaire densité de chefs-d'œuvre, principalement issus de la Renaissance, dirige vers la Toscane les regards de la terre entière. La concentration de talent a atteint ici des proportions inégalées. Comme le patrimoine artistique, les traditions font l'objet de toutes les attentions, notamment le palio, la course de chevaux où s'exprime l'audace et la passion toscane. Les Étrusques s'installent sur cette terre au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, les Romains étendent leur emprise à toute une région où le marbre traduit la puissance de l'Église catholique. La ville de Florence construit sa forte personnalité, comme celle de Pise, sur l'autonomie financière et un commerce florissant. Au sommet de la fortune et du pouvoir, les Médicis et leur famille dominent la Toscane, qu'ils transforment en grand-duché au XVIe siècle. En 1865, au terme de l'unification italienne et après la disparition d'une mosaïque d'États, la ville de Florence fut choisie comme la première capitale nationale. Elle le restera pendant 6 ans seulement. À la tête de la région Toscane, la ville de Florence compose une entité artistique et culturelle majeure. Véritable musée à ciel ouvert, le cœur historique de la cité a été classé dans son intégralité sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour Stendhal, la civilisation a recommencé derrière ses murs. Place du Dôme, les marbres polychromes, caractéristiques du goût florentin à la Renaissance, décorent les façades de plusieurs édifices exceptionnels. Le baptistère, dédié à Saint Jean-Baptiste, pourrait remonter au VIe siècle et aurait été la première cathédrale de la ville. À ses côtés, le campanile a été conçu et commencé au XIVe siècle par Giotto, peintre, sculpteur et architecte qui insuffla à la pierre la légèreté de l'air. Les portes en bronze du baptistère ont été exécutées par 2 artistes différents. Andrea Pisano réalisa ici la première œuvre en bronze de Florence. Au XIVe siècle, le style des portes en bronze appartient encore au gothique, raide et hautain par les gestes et par la décoration. Un siècle plus tard, Lorenzo Ghiberti travaillera 25 ans de sa vie au panneau de la Porte du Paradis. Avec une finesse inouïe, ils illustrent les épisodes de l'Ancien Testament. Pour la première fois, le sculpteur applique à des scènes traitées en bas-relief
les règles de la perspective rectiligne. Juste à côté, sur l'église Santa Maria del Fiore, une coupole à double paroi fut élevée sans échafaudage par le génial Brunelleschi. Coiffée de son lanterneau, elle domine l'église appelée aussi le dôme. La façade occidentale n'est qu'un pastiche collé sur l'édifice au XIXe siècle. Rafraîchi par la verdure des jardins Boboli, le monumental palais Pitti fut au XVIe siècle la résidence des Médicis. La place Pitti descend en pente douce pour le repos des visiteurs. Chacun peut ici réviser la suite du programme des visites et décrire à sa manière ce qu'il a vu, avant de partir vers de nouvelles découvertes. Le palais Pitti était relié à l'autre rive de l'Arno par une galerie qui enjambait le fleuve pour gagner le palais des offices où se trouvait l'administration des Médicis. La galerie permettait au grand-duc et à sa cour d'aller dans le centre sans se mêler à la population. Le passage aérien empruntait le célèbre Ponte Vecchio, le plus vieux pont de la ville. Sur le pont, et depuis la fin du XVIe siècle, des orfèvres ont ouvert leurs boutiques et leurs ateliers. La décision fut prise par le grand-duc Ferdinand Ier en personne pour une raison d'hygiène. En effet, à l'origine, les enseignes appartenaient à des bouchers et à des poissonniers qui jetaient leurs déchets par leur arrière-boutique directement dans l'eau. On imagine les conséquences pendant l'été, en période de forte chaleur, et les plaintes des aristocrates voisins. Le palais Corsini fut construit au XVIIe. Il porte le nom d'une illustre famille florentine qui donna un saint et un pape à l'église. Jadis siège de l'État toscan, la Galerie des Offices est l'un des plus anciens musées au monde. En célébrant les grands noms de l'art florentin, comme l'illustre Léonard de Vinci, elle abrite des collections exceptionnelles depuis le XVIe siècle. À quelques pas, plusieurs statues transforment en galerie d'art la place de la Seigneurie. Parmi celles-ci se dresse la copie du colossal David de Michel-Ange. C'est le symbole de la jeune République florentine, opposée au Goliath des grandes puissances. Haute de 4 mètres, la statue est taillée dans un seul bloc de marbre. Le Palazzo Vecchio, le vieux palais, hébergeait le gouvernement de la cité avant qu'il ne soit supprimé par les Médicis. La place de la Seigneurie associe une animation permanente, des œuvres d'art imposantes et une histoire mouvementée. Un repère au sol situe l'endroit où fut exécuté le dominicain Savonarole, ennemi juré du Vatican. La Loggia della Signoria abritait les personnalités lors des cérémonies sur la place. Elle réunit entre autres la copie du Persée de Cellini, qui tient la tête de Méduse conformément au mythe, et des statues de Jean Bologne, un sculpteur d'origine flamande. En différents endroits de la ville, des loggias offraient une ombre bienfaisante pendant les étés caniculaires et un abri providentiel lors des hivers, souvent pluvieux. Dans une officine du quartier de Santa Maria Novella, au début du XVIIe siècle, fut inventée l'eau de Cologne, à partir de plusieurs essences végétales. L'esprit court les rues à Florence et même les chauffeurs de taxi se prennent à philosopher en imprimant sur leurs capots des maximes qui souvent tiennent la route. Certaines sont rédigées en français ou en allemand, mais la langue véhiculaire reste l'italien pour dire qu'il est nécessaire d'exprimer la colère, mais peut-être pas forcément en conduisant. Car dans les bouchons, l'humour est une libération. Sur la rive droite de l'Arno, à l'ouest de la ville, s'étend l'immense parc Caccino, l'un des plus grands d'Italie,
établi sur le domaine des fermes que possédaient les Médicis. Il permet aux Florentins d'échapper à une cité qui reçoit chaque année 20 fois plus de visiteurs qu'elle ne compte d'habitants. À 80 km au sud-est de Florence, la forêt contribua à la prospérité d'une ville connue dès les Étrusques pour son artisanat, Arezzo. Le bois a toujours fourni à la ville un précieux combustible. En 2500 ans d'histoire, Arezzo a donné naissance à plusieurs personnalités. Le moine Guido Monaco, appelé aussi Guy d'Arezzo, et le poète Pétrarque. Le premier inventa la notation musicale, le second écrivit des sonnets amoureux avant de découvrir les plaisirs de la solitude. La Piazza Grande, la Grand Place, surprend par la forte inclinaison de son plateau en forme de trapèze et par l'asymétrie des bâtiments qui l'abordent. Ainsi, l'église Santa Maria della Pieve regarde le soleil, mais tourne curieusement le dos à la place. Par colonnes superposées, le style roman trouve ici une de ses plus belles illustrations en Toscane, jusqu'au sommet du campanile. Toujours en direction du sud-est, le lac Trasimène suit en partie la frontière avec l'Ombrie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains subirent une cuisante défaite au bord de ce lac contre les troupes de leur pire ennemi, Hannibal le Carthaginois. Non loin du lac, Montepulciano semble isolé au-dessus de la plaine. C'est la plus haute ville toscane, longtemps fief des Médicis au milieu des terres de la ville de Sienne. D'origine étrusque, Montepulciano a traversé les âges avec une belle constance. Plus que dans n'importe quelle autre cité toscane, les familles aristocratiques, comme les Médicis, ont connu une longévité favorable au développement des styles Renaissance ou baroque. Les bâtiments plus tardifs prouvent la durée de l'influence des nobles dans la ville. Malgré son austérité et sa date de construction, fin du XIVe siècle, le palais communal annonce la Renaissance dont l'inspiration enveloppe déjà les villes et les campagnes. Le XVIe siècle italien trouve dans la vallée son apothéose à travers l'église de la Madonna di San Biagio, une des plus belles réussites du style baroque sur le sol national. Plus au sud, le mont Amiata culmine à 1738 mètres. Au sommet de ce volcan éteint, les télécommunications et la foi catholique ont trouvé de solides relais. Sur les flancs du mont, 20 km de pistes de ski ont été aménagées. Sans forcer le trait, l'endroit peut même faire penser aux alpages. Une vision surprenante à cette latitude. D'ailleurs, en prenant la direction de la vallée, on franchit d'évidence le 43e parallèle. Pitigliano repose sur un socle de calcaire tendre, creusé de nombreuses caves. Orientées au sud, elles abritent des céréales. Exposées au nord, elles contiennent le vin produit dans la vallée. Le bourg est installé sur un véritable gruyère de tuf. Résultat, les maisons n'ont pas de fondation. L'isolement magnifique de Pitigliano, à l'extrême sud de la Toscane, résulte de l'érosion et de l'action combinée de 3 rivières. L'influente famille romaine Orsini, dont l'ours est l'emblème, possédait un palais ici depuis le Moyen Âge, alimenté en eau par un aqueduc.
en remontant vers le nord sur l'ancien et très stratégique axe romain qui reliait Rome à Bologne, la petite localité de San Quirico d'Orcia a conservé son caractère médiéval. La collégiale romane du XIIe siècle est édifiée à l'emplacement d'un sanctuaire beaucoup plus ancien. Les murailles du XIVe témoignent des tensions qui existaient entre les cités rivales de l'époque. La beauté de la terre toscane, la fertilité du sol et la sérénité de lieux propices à la prière ont attiré un grand nombre d'abbayes à l'initiative d'ordres monastiques différents. Le seul exemple d'architecture cistercienne en Toscane est fourni par l'abbaye de San Galgano, élevée au XIIIe siècle. Même en partie ruinée, l'église abbatiale donne une idée de sa puissance dans la région. L'abbaye de Monte Oliveto Maggiore est bénédictine depuis sa fondation dans un cadre splendide au début du XIVe siècle. Une règle sévère y était en vigueur, celle de Saint Benoît, prie et travail. Au sud-est de la Toscane, la bourgade de Montalcino possède encore la quasi-totalité de ses remparts médiévaux en excellent état. Au sud de Florence, s'étend un vignoble dont le seul nom fait teinter les verres, le Chianti. Même si l'Italie est un des premiers producteurs de vin au monde, la Toscane assure à peine 5% de la production vinicole nationale. Le coq noir, le Gallo Nero, est l'emblème du Chianti Classico, le meilleur des Chianti, qui partage tout de même son terroir avec l'olivier. Dans les vignes taillées très hautes, on vendange le Trebbiano, un cépage aux grappes lourdes et robustes. Elle donne le célèbre Vino Santo, un vin jaune, fort et intense après avoir séché accroché aux poutres des greniers, sous les toits et en pleine chaleur. Il en sort un véritable nectar. Les méthodes n'ont pas changé depuis des siècles. Le système est simple, car depuis le XIVe siècle, nous le faisons toujours de la même façon. Bien sûr, autrefois, nous le faisions de manière plus artisanale, mais c'est un vin régulier qui est bon toutes les années. Le Gallo Nero, lui, est cueilli juste derrière nous, derrière cette crête, à partir de cette limite. La vigne et l'olivier font bon ménage en Toscane, et les domaines agricoles vendent souvent leur production couplée. Les bâtiments prennent souvent un air distant et hautain, et à l'intérieur, les foudres, des tonneaux qui peuvent contenir 5000 litres et plus, écrasent les visiteurs de leur masse. Mais une fois dans leur bouteille, le vin de Chianti et l'huile d'olive pressée à froid révèlent leur vrai tempérament. Le vignoble de Chianti s'étend entre Florence et Sienne, deux villes distantes de 70 km qui furent longtemps rivales. L'argile abondante, la fameuse terre de Sienne, a favorisé l'utilisation de la tuile et de la brique. La tour d'El Mangia domine le gouvernement de la cité d'un audacieux édifice gothique en briques élevé au XIVe siècle. 400 marches mènent au sommet. Au pied de la tour, le campo, en forme de coquille Saint-Jacques, étale son éventail en lui donnant une légère inclinaison. La pente de la place suit en réalité celle du sol. La pierre, matériau noble, et la brique, matériau symbole des bourgeois, y sont associés avec bonheur. Les briques disposées en arêtes de poisson sont divisées en 9 bandes de couleurs différentes, en référence aux 9 membres du gouvernement. La fontaine Gaïa trouve sa source au XIVe siècle. Le bassin actuellement en place est une copie. Les visiteurs et les pigeons viennent y chercher un peu de fraîcheur, au prix de manœuvres quelquefois délicates.
Sur cette étendue de terre cuite, dans la partie haute de la ville, la cathédrale se détache par les marbres qui alternent les rayures claires et foncées. Gothique dans sa partie supérieure et romane pour la partie inférieure, la cathédrale remonte au XIIe siècle. La décoration ici atteint des sommets. Sur 3000 mètres carrés, le sol est couvert d'une marqueterie de marbre polychrome illustrant des scènes bibliques. Les Siennois avaient fait le projet d'étendre l'édifice, mais les fondations étaient insuffisantes. Les 3 artères principales de Sienne se rejoignent à la Croce del Travaglio pour délimiter les 3 parties de la ville. Chacune de ces parties se divise en contrade, des quartiers. Sienne compte 17 quartiers. Deux fois par an, en juillet et en août, la ville se remplit d'une agitation inhabituelle et de costumes anachroniques. Les chants guerriers résonnent dans les ruelles médiévales. Chaque quartier arbore son animal fétiche. De curieux équipages en habits d'époque avancent d'un pas décidé. Ils ont prévu, il est vrai, de quoi pallier toute défaillance. Parmi les 17 quartiers, 10 tirés au sort vont s'affronter dans une joute unique au monde. Les encouragements redoublent. Bientôt, la population tout entière se rassemblera sur la Piazza del Campo ou devant la télé. Transformée en champ de course, la place devient le théâtre du Palio, une compétition équestre qui déclenche les passions. Les cavaliers qui montent sans selle prennent des risques insensés. Les spectateurs le savent, les chutes sont inévitables. La chute d'un cheval provoque la liesse chez les supporters adverses. Mais la joie peut être de courte durée, car il n'est pas nécessaire qu'un cheval soit monté pour gagner le Palio. Oui, un cheval sans cavalier peut rester un dangereux candidat. Dangereux dans tous les sens du terme. Et c'est dans la folie collective que le vainqueur triomphe, remportant une course qui dure à peine 1 minute. 1 minute pour la gloire. Non loin de Sienne, en direction de l'ouest, une autre localité emboîte le pas à sa voisine pour son Palio, Casole d'Elsa. La bourgade s'étire sur l'une des nombreuses collines métallifères de la région. Elle oppose ces différents quartiers au milieu de réjouissances populaires hautes en couleurs. Les emblèmes des quartiers défilent en grande pompe le 2e dimanche de juin. Les démonstrations d'adresse reproduisent les gestes des éleveurs et les traditions des campagnes.
troupeaux ou les attelages étaient ainsi conduits avec la précision d'un chef d'orchestre. Le respect des traditions n'empêche pas de vivre avec son temps. Au sud-ouest de la Toscane, sur la côte tyrrhénienne, l'Argentario forme une péninsule de 11 km reliée au continent par 3 bras de terre. À l'époque préhistorique, c'était une île. Mais les dépôts de sable et de sédiments ont fini par réaliser la jonction avec le rivage. Une route permet un accès rapide et facile. Porto Ercole, sur la côte est de l'Argentario, doit son existence à un port sans doute fondé par les Phéniciens. Au nord de la péninsule, Porto Santo Stefano est le point de ralliement de nombreux bateaux de plaisance ou de pêche. Grands propriétaires terriens, les Toscans n'ont cependant jamais négligé les ressources d'une côte poissonneuse où les espèces abondent, surtout dans la partie méridionale. L'admirable site de Porto Santo Stefano s'ouvre en amphithéâtre naturel en offrant un abri au vent. Le long des côtes de Toscane, de vastes terres plates portent le nom de Maremma, peut-être une déformation du mot maritime. Ces maremmes étaient souvent transformées en marécages par les crues des fleuves. Dans cet écosystème fragile, la gestion de l'eau est fondamentale et de nombreux canaux d'assainissement ont été creusés depuis les Étrusques. Une partie seulement de ce littoral sauvage a échappé à une urbanisation pressante. Elle constitue le parc naturel de la Maremme depuis plus de 30 ans. Castiglione della Pescaia doit sa fondation aux Étrusques. La vieille cité médiévale s'est dotée de murs à l'initiative de la ville de Pise dès le Xe siècle et des Espagnols à partir du XIVe. L'ensemble ne manque pourtant pas de cohérence. Malgré l'eau saumâtre, le sol instable et le relief capricieux, le parc naturel de la Maremme se laisse approcher, notamment avec l'élevage. Au nord du parc, des troupeaux de daims broutent les herbes basses tout en offrant une bonne résistance aux myriades de moustiques. Les hommes ont déserté l'endroit au bénéfice de la faune. Dès que l'on s'éloigne des côtes marécageuses, les implantations humaines réapparaissent, mais en prenant de la hauteur, comme à Vetulonia, qui fut une importante cité étrusque enrichie par les métaux précieux du sous-sol. Sans que l'on sache pourquoi, la ville tomba dans l'oubli au IIe siècle avant Jésus-Christ. Malgré une certaine hantise de la mort, les Étrusques installaient leurs tombes à proximité de leur localité, sous une butte de terre, un tumulus. Des fosses communes étaient réservées au peuple. Ce complexe funéraire qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ a sans doute abrité un personnage important de Vetulonia, sans doute un prince. La Toscane se prolonge en mer Tyrrhénienne par un archipel de 7 îles dont la plus vaste est l'île d'Elbe, 32 fois plus petite que la Corse. 1 heure de bateau suffit pour parcourir la distance de 10 km qui sépare le continent de l'île et débarquer à Portoferraio, la localité principale. Au départ, le nom de l'île d'Elbe avait peu de chances d'être connu loin au-delà des murs de cette petite bourgade. L'île paisible ne serait jamais entrée dans l'histoire si la France en était devenue propriétaire au tout début du XIXe siècle.
En 1814, un illustre personnage fut nommé souverain de l'île, une compensation bien dérisoire après avoir renoncé au titre d'empereur. Il séjourna dans une modeste villa rose, au volet vert. Il s'appelait Napoléon Bonaparte. Mais l'appel du large et le souffle du destin étaient plus forts que tous les obstacles. Avec ses soldats, Napoléon en exil préparait son retour et ce qui fut la campagne des 100 jours. Pendant les heures caniculaires de l'été 1814, Napoléon habita une résidence plus ambitieuse, frappée de son monogramme et installée sur les pentes boisées du Monte San Martino. Malgré la douceur de vivre ambiante, Napoléon ne resta que 10 mois sur l'île. Il prit la mer vers la côte méditerranéenne, mais déjà, les nuages gris s'accumulaient. 2 mois et demi plus tard, c'était Waterloo. Bien avant l'époque napoléonienne, l'île d'Elbe disposait d'un atout de poids, son minerai de fer. L'extraction du minerai a commencé ici pendant la période étrusque. Elle s'est poursuivie pendant la période romaine et ainsi de suite. C'était une des plus importantes mines d'Italie. Aujourd'hui, l'extraction a cessé parce que l'industrie italienne ne pouvait plus lutter contre la concurrence des pays de l'Est, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, là où la main-d'œuvre est moins chère. L'oxyde de fer colore les moindres roches de l'île. Grâce aux précieux minerais et à leur maîtrise technique, les Étrusques étendirent leur domination bien au-delà de cette île minuscule qui a vu les empires se faire et se défaire. Cap au nord, une étape importante. Livourne, principal port de la région et grand pôle industriel et économique, la 2e ville de Toscane. Le port a été développé par les Médicis eux-mêmes au XVIe siècle. La famille, toujours bien avisée, en profita pour transformer le modeste village de pêcheurs en une cité moderne, dotée d'une architecture propice aux échanges commerciaux. Ainsi, des canaux s'enfoncent profondément au cœur de la cité pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Pour peupler la ville nouvelle, les Médicis rédigèrent une loi qui permettait à tout étranger brimé dans son pays de se réfugier à Livourne. Les maisons se remplirent donc de nombreux immigrés chassés pour des raisons politiques, religieuses ou raciales. Livourne était pour eux la lumière au bout du tunnel. L'espoir de la liberté attira des milliers de candidats qui influèrent rapidement sur la croissance de la ville. En moins de 2 siècles, la population fut multipliée par 16. On construisit des résidences divisées en appartements, les premières du genre en Italie. À la fin du XVIIe siècle, on parle même de Nouvelle Venise lorsque Livourne reçoit le statut de port franc. Symbole de la prospérité urbaine, le marché couvert s'est relevé des terribles bombardements qui ont détruit 80% de Livourne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, toutes les espèces de poissons de la Méditerranée sont représentées dans leur diversité sur le carreau du marché. Le secteur de la pêche occupe cependant une place très moyenne dans l'économie italienne, malgré quelques belles prises. À l'est de Livourne, les collines s'érodent. La présence de calcaire les rend plus friables et plus blanches. Au sommet de l'une d'entre elles apparaît la ville de Volterra. Au pied de la colline s'étalent les vestiges d'un théâtre et de thermes romains, transition architecturale entre la ville étrusque et la ville médiévale. Derrière ces portes étrusques,
le visage médiéval de Volterra est un des mieux conservés de Toscane. Au centre, la place des Prieurs borde le plus ancien palais communal de la région. Il remonte au XIIIe siècle. La façade, richement décorée, est ponctuée de terre cuite émaillée aux armes des commissaires florentins qui ont dirigé la cité. Plus loin, le baptistère alterne joliment les marbres bicolores. Les Étrusques ont les premiers tiré profit d'une variété de gypse, l'albâtre. Cette pierre calcaire est semblable au marbre, mais plus chaude au toucher. Elle peut être blanche ou colorée, mais surtout selon la finesse de sa taille et de son grain, l'albâtre est translucide. Il laisse joliment passer la lumière, mais ces nuances sont souvent passées de mode. Proche de la ville, les carrières d'albâtre ne sont pas épuisées. Mais il ne suffit pas de se baisser pour faire un objet d'art d'un vulgaire caillou. Seul l'artisan peut faire la différence. Volterra signifie « cité du vent » et celui-ci a porté son nom bien loin. Selon l'écrivain italien Malaparte, tout ce qui paraît miraculeux de grâce et de pureté en Toscane, ce sont les Toscans qui l'ont fait. Même là où la nature semble avoir fait les choses toute seule. Le village de San Gimignano illustre bien leur sens inné de l'adaptation à un site. Les tours de ce Manhattan médiéval appartenaient à de riches familles qui montraient ainsi leur puissance en faisant de l'ombre aux voisins. On construisait en hauteur parce que l'urbanisme limitait strictement la surface au sol occupée par les bâtiments. Et pourtant, l'espace ne semble pas manquer. La décision était justifiée par le fait que la ville était entièrement close par un mur. À peu près à égale distance de Sienne et de Florence, le grenier de la Toscane se trouvait à Empoli. Ici, les monuments rappellent l'influence florentine et la réussite commerciale. La richesse de leur décoration en témoigne. La collégiale Saint-André est flanquée d'un musée beaucoup moins connu que ses homologues florentins ou siennois. Il possède pourtant plusieurs œuvres majeures comme une Pietà de Masolino, réalisée au début du XVe siècle. L'homme est la figure centrale dans la peinture de la Renaissance italienne, même si au début, la mise en scène apparaît encore gothique dans sa raide austérité, voire byzantine, par l'usage des arrière-plans dorés qui s'inspirent des icônes. Deux salles entières sont consacrées à plusieurs œuvres de Francesco Botticini dont les détails fournissent de précieux renseignements sur la vie en Toscane à la Renaissance. Juché sur une crête étroite, San Miniato a été le bastion de l'Empire germanique en devenant la résidence des vicaires impériaux en Toscane. Le poste était stratégique pendant la querelle des investitures qui opposa le pape à l'empereur à partir du XIe siècle. Avec ses allures de forteresse, l'église San Francesco témoigne des tensions politiques qui ont été exercées ici. Dans le cloître, la pression retombe et toute l'histoire de la péninsule défile en plaques commémoratives de marbre. Celle des rois Victor Emmanuel et Umberto, en passant par Léonard de Vinci et Garibaldi, sans oublier Frédéric Barberousse qui érigea un château dont il ne reste qu'une tour. Au lointain apparaît la ville de Pise et l'ensemble monumental de marbre blanc qui a fait sa notoriété dans le monde entier. La célèbre tour romane s'inclinait depuis son achèvement au XIVe siècle en raison des nappes phréatiques qui déstabilisent le sol.
Beaucoup ont longtemps observé le phénomène, impuissants. Heureusement, de nombreux volontaires se sont proposés pour empêcher la tour de tomber. Finalement, des travaux terminés en 2001 ont permis de lester le sol de béton à 50 mètres de profondeur et faire ainsi contrepoids. Même si la construction s'est étalée sur 2 siècles à partir du XIe, la cathédrale présente une étonnante unité architecturale. Sa façade, en étages de colonnes superposées, a été copiée un peu partout en Italie. Les parements de marbre blanc, gris et rose épurent encore les lignes de l'édifice. Commencé à la même époque, le baptistère est roman à la base et gothique aux étages. La décoration défile entendement à travers ces dentelles de marbre réalisées par les célèbres sculpteurs Pisano et fils. Sur la place des Chevaliers, la croix de Malte est le symbole des Chevaliers de Saint-Étienne, un ordre militaire créé par les Médicis. La plupart des bâtiments qui bordent la place ont été annexés par l'université de Pise. Créée au milieu du XIVe siècle, toujours par les Médicis, elle est une des plus anciennes d'Europe. Pise fut une ville de marché très prospère, qui fonda une puissante république indépendante dès le XIe siècle. Elle suscita la jalousie féroce de villes concurrentes comme Gênes ou Venise, car elle disposait d'un accès direct à la mer par l'embouchure de l'Arno. À 10 km de la côte ligurienne, Pise devint un port très actif au contact de tout le bassin méditerranéen et du monde oriental. L'ensablement du port entraînera le déclin de la cité. Pise n'est qu'à 20 bons kilomètres de sa grande rivale, la ville de Lucques, qui pendant des siècles fut la capitale d'un État indépendant, à l'abri de ses remparts étonnamment bien conservés. Sur le plan des rues en damier d'origine romaine, la cathédrale fait la synthèse d'un style roman très pur. Elle témoigne du rayonnement artistique et de la prospérité de la cité à différentes époques, par exemple au XIIe siècle. Une tour massive du XIVe, couronnée d'un bouquet de chênes verts, appartenait aux Guinigi, une puissante famille qui gouverna la ville en maintenant son harmonie et sa cohésion architecturale. Entre Lucques et Florence, quand il n'a pas été brûlé par le soleil estival, le paysage peut prendre un air d'Irlande. Les fromages toscans sont essentiellement fabriqués avec du lait de brebis, comme le fameux pecorino, parce que les bovins étaient réservés au labeur. Mais c'est pour la laine que la région de Prato est réputée depuis le Moyen-Âge et pour son activité de tissage. Dès le XIIIe siècle, Prato est une plaque tournante pour le commerce de la laine. Après une longue crise, l'exploitation reprendra au XVIIIe avec la création d'une chambre de commerce et la suppression des corporations. Au XIXe siècle, Prato est surnommée le Manchester de la Toscane. Elle se lance dans ce qui deviendra une spécialité, la fabrication de la laine à partir de déchets textiles recyclés. Si le sol toscan est riche, le sous-sol ne l'est pas moins. Plusieurs stations géothermiques exploitent l'énergie volcanique souterraine, une énergie qui a contribué à la fortune de Montecatini Terme, une ville d'eau entre Prato et Lucques. Les vertus curatives des eaux tièdes de Montecatini sont connues depuis l'Antiquité, mais elles ont été utilisées avec plus ou moins de bonheur. Les Médicis sont devenus propriétaires du site à la fin du XVIe siècle
sans doute attirés par des profits faciles. Pourtant, en dépit des 8 sources différentes, l'activité ne décolla jamais sous leur règne. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle et la reprise du complexe thermal par des moines bénédictins de Florence pour que le thermalisme connaisse le succès. L'eau de Montecatini est recommandée contre les maladies de l'appareil digestif. Les membres de familles royales et des personnalités de toute l'Europe sont devenus ici des curistes réguliers. Sur la côte ligurienne, à hauteur de Massa, les flancs immaculés de la montagne attirent le regard. Le printemps n'a pas encore réveillé la petite station balnéaire de Massa, mais le trafic maritime et les engins de levage sont ici en mouvement perpétuel. Le marbre de Carrare est connu depuis l'Antiquité, mais curieusement, les Étrusques l'ont ignoré. Il faudra attendre les Romains qui tireront profit du marbre blanc, surtout en sculpture. À Carrare, les trottoirs étirent leur bordure en marbre. L'eau des fontaines ruisselle sur des motifs de marbre. Et la plupart des maisons font appel au marbre comme matériau de construction de base. Dans la montagne, 300 carrières sont encore en activité, alors qu'on en comptait près de 1000 il y a quelques siècles. Malgré ce décalage, la Toscane reste le premier producteur de marbre au monde, avec 1 demi-million de tonnes par an. Le marbre résulte de la cristallisation du calcaire. Cette roche très dure se découpe aujourd'hui avec un fil hélicoïdal qui tranche les blocs aussi facilement qu'une motte de beurre. L'eau empêche l'échauffement du câble et du marbre. Mais la méthode n'a pas toujours été aussi simple. Alors, les premiers ouvriers, suivant ces fils, ils plaçaient dans la montagne, dans le marbre, des coins en bois. Ils baignaient les bois mouillés, gonflés, et à la fin, ils obtenaient, après 15 jours, 20 jours, ce n'était pas un problème de temps, ils obtenaient que les petits blocs s'éclataient. Les blocs énormes séparés de la montagne sont transportés au prix d'efforts considérables, par la route. L'exploitation des montagnes de marbre a mobilisé pendant des siècles des générations de travailleurs dans des conditions souvent pénibles, sinon périlleuses. Seule la force humaine pouvait s'exercer à flanc de montagne pour manipuler des blocs qui emportaient parfois les ouvriers carriers dans le vide. Le chemin de fer vint à leur aide à la fin du XIXe siècle. Fondée au XIIIe siècle, la petite ville de Pietrasanta se blottit au pied des collines. Dans un premier temps, la ville a parié sur l'extraction du minerai de fer. Puis, elle s'est ravisée, à l'image du campanile inachevé, pour s'investir dans le travail du marbre. Le grain fin du marbre blanc est parfaitement adapté à la sculpture. Mais l'extrême dureté du matériau exige une grande précision, qu'il s'agisse de reproduire une scène religieuse de Michel-Ange ou un sujet profane de Botero. De nombreux ateliers ont été créés dans la région. Ils emploient des artistes formés à l'école du marbre et à l'Académie des Beaux-Arts. L'œuvre de marbre est toujours précédée d'une maquette. Le musée Bozzetti réunit des copies, comme le Pouce de César, réalisé en marbre par des artistes locaux. Parfois, le musée propose des œuvres originales. Les sculptures réalisées d'après ces modèles se retrouvent dans toutes les parties du monde, dans toutes les villes. Mais parfois, l'artiste fait don d'une de ses œuvres au musée Bozzetti, alors nous l'installons dans le jardin.
Drapé dans sa dignité, le talent toscan ne cesse depuis des siècles de se reproduire et de se perpétuer à l'infini. Pour Anatole France, les collines toscanes possèdent la beauté d'une médaille antique et d'une précieuse peinture. Elles sont une œuvre d'art mesurée et parfaite. L'émeraude d'un étang serti dans la terre limoneuse, la tapisserie en patchwork des champs de blé mûr, le tableau soudain d'une campagne apaisée après l'orage, ou les cierges sombres des cyprès, la Toscane porte bien en filigrane la marque du génie.